Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire de Charles Boulvray, mais surtout son association dont il est président, Gérard Saunier, Vivre heureux sans alcool. Vous l'avez peut-être déjà écouté lors de sa participation à l'épisode du podcast L'astéroïde émotionnel, portant sur les addictions, mais aujourd'hui, il revient pour nous parler d'alcoolisme plus précisément, et de l'aide que peut apporter son association aux personnes concernées. Charles Boulvray, je suis le président donc, de l'association Gérard Saunier Vivre heureux sans alcool, Gérard Saunier étant le fondateur de cette association. Qui est décédé début 2011. Donc, enfin, moi, personnellement, je ne l'ai jamais connu. Donc voilà, c'est la petite histoire. Et je suis président donc, de VHSA, pour faire plus court, depuis 2014. D'accord. Du coup, j'aimerais bien commencer par parler un peu de l'association et puis après un peu plus de votre expérience personnelle, même si vous en avez déjà parlé dans le podcast. Mais pour les personnes qui n'auraient pas écouté, ça vous convient? Le but ou la raison d'être, ou les deux à la fois de l'association, c'est d'aider des gens malades alcooliques qui ont, et là j'insiste lourdement, le réel désir de s'en sortir. Pour pas que ce soit papa ou maman qui amène le fiston parce qu'ils estiment qu'il boit trop, il faut que ce soit le malade qui vienne de lui-même. Ouais. Donc voilà, on accueille ces gens-là. Après, les aider à s'en sortir, grâce à notre expérience, si j'osais, je dirais malheureuse, parce qu'on est passé par là, donc on sait de quoi on parle. Et surtout, on parle le même langage. Donc le but, c'est de les mettre ces gens-là à l'aise, leur expliquer qu'on peut s'en sortir. Voilà. Après, c'est un chemin qui est plus ou moins long, suivant le malade, et encore une fois, le désir réel du malade de s'en sortir. Okay. S'il est encore un peu dans le déni, s'il n'est pas prêt réellement, on pourra en parler après, mais il faut que ce soit une envie personnelle, vraiment que ça vienne de la personne. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est que des personnes bénévoles, en fait? Il y a des personnes qui sont régulières Oui, le noyau dur de l'association, c'est... on va dire 7-8 bénévoles, c'est toujours à peu près les mêmes qui font tourner la boutique. Bon, il y a un bureau, comme dans toutes les associations. Et puis, au total, on est 38 ou 39 adhérents aujourd'hui. Mais en bénévole, vraiment s'occupant réellement de l'association, on va dire une dizaine. J'ai été moi-même malade alcoolique pendant... de manière assez costaud, on va dire, pendant 5-6 ans, mais bon, ça traînait depuis quand même des années auparavant. Et puis j'en étais arrivé à un point où il fallait faire quelque chose. Soit la famille explosait, soit moi-même c'est le foie qui explosait. Enfin bon, on courait clairement à la catastrophe. Et puis je suis tombé complètement par hasard sur la carte de visite de la fameuse association dont je suis le président aujourd'hui. Voilà. Okay. Donc j'y suis rentré en 2010, début 2010 ou fin 2009. L'association toute seule, dans les premiers mois, ça n'a pas suffi, donc j'ai fait une rechute, si on peut parler de rechute dans ce cas-là. Et j'étais me soigner à la clinique des Essarts, à côté pas très loin de Rouen. J'en suis ressorti sobre et depuis, je le suis toujours. Donc ça fait 14 ans que je n'ai pas bu d'alcool. Et c'est une clinique spécialisée dans les addictions en général, pour les addictions générales, mais c'est quand même principalement le tabac et l'alcool. Okay. Bon, après, il y a des drogues plus exotiques, mais c'est... Du coup, vous êtes devenu président parce que Gérard Saunier, il est décédé? Alors, Gérard Saunier, Gérard Saunier venait de l'association La Croix-Bleue, donc un gros truc que tout le monde connaît. Puis un jour, il a décidé de créer sa propre association, donc Vivre heureux sans alcool, mais il n'en a jamais été le président. Il était président honoraire et c'est une autre personne, Bernard Pelé, qui a pris la présidence de 2004, en gros, jusqu'à 2014. Par rapport au fonctionnement de l'association, du coup, tout simplement, comment on peut y adhérer? Il n'y a pas d'adhésion à proprement parler tout de suite. C'est une personne qui vient frapper à notre porte en criant au secours, on ne va pas lui dire « ça fait tant ». Voilà, donc on l'accueille. Alors, pour deux raisons, d'ailleurs, on ne dit pas « ça fait tant », c'est parce qu'on ne sait pas s'il va rester. Donc on ne va pas, non pas le juger, mais jauger la personne, savoir si c'est une personne qui vient parce qu'elle a vraiment envie de se soigner. Donc il y a des chances qu'elle reste. Est-ce que c'est quelqu'un à qui on a dit, il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose, et donc il y va reculons. Voilà. Donc, dans un premier temps, donc, on accueille les gens, et puis le fonctionnement, on discute. Il y a un entretien qui se fait avec moi, généralement, en tête-à-tête. En toute transparence de préférence. Bon, on se rend très vite compte si la personne qui a envie de se soigner, elle a réellement envie ou pas. Si c'est du style, je bois trop, mais je voudrais bien continuer à boire un petit peu quand même, c'est déjà mal engagé. Vous pouvez déceler un peu. Voilà, c'est ça. On fait pas le tri, parce que de toute manière, la personne, on va continuer à discuter avec elle, à s'occuper d'elle. Mais d'elle-même, elle va lâcher le morceau. Voilà, et puis le fonctionnement proprement dit, on a des permanences une fois par semaine, et puis le mercredi,
Et le samedi matin, on a alterné tous les 15 jours, soit un groupe de parole. Donc là, ce sont vraiment avec les gens qui sont en train de se soigner. Donc ça dure 1 heure à peu près le samedi matin. Et alterner donc tous les 15 jours, une réunion, ce qu'on appelle une réunion à thème. Alors le thème, c'est l'alcool, bien évidemment. Mais bon, il y a des tas de choses à dire. Donc moi, je dis un témoignage ou un doc, enfin quelque chose. Et puis après, c'est une conversation à bâton rompu avec les personnes qui sont là. Et vous, du coup, vous êtes retraité et ça vous prend la majorité de votre temps. C'est pas chronophage pour parler riche, c'est... Non, ça... Ok. Bon, je ne suis pas tout seul, il y a une trésorière, il y a un secrétaire qui ne fait pas franchement le boulot de secrétaire, mais qui donne un coup de main. Enfin. Et pour rappeler aux personnes qui vont nous écouter, c'est où exactement? Alors, nous sommes à Gonfreville-Lorcher, c'est un petit local, 8 rue Maurice-Thorez, qui se trouve sous l'église. Okay. Et après, je précise quand même que ce n'est pas parce qu'on est sous l'église qu'on a un rapport avec l'église. Oui. Non, parce que des gens pourraient être butés par cet aspect. Non, pas du tout. Il se trouve que le local est là. Et, voilà. Et puis, donc, nous avons les permanences pour les gens que ça intéresserait. Ça permet un premier accueil. C'est de 17 à 18 heures, donc à Gonfreville. Là, c'est au 8 rue Maurice-Thorez. Mais, et comme vous venez de le rappeler, comme je suis retraité, j'ai pas mal de temps à consacrer à ça. Je peux recevoir des gens à peu près à n'importe quelle heure, mais n'importe quel jour de la semaine. Quoi. Donc, sur demande. Commencez par, du coup, à peu près quand et comment l'alcool c'est devenu une addiction pour vous et quand est-ce que c'est passé du plaisir au besoin, etc. Enfin, un petit peu une remise en contexte, si ça vous dérange pas. Non, pas du tout. Alors, pour aborder ça, il faut que j'aborde ma carrière professionnelle, parce que c'est intimement lié. Donc, j'ai fait les premières années de ma carrière professionnelle, j'étais dans la Marine nationale, au sous-marin nucléaire. Voilà. Donc ça a duré 20 ans. Moi, j'étais pas sous l'eau pendant 20 ans, par petits morceaux. Sous-marin nucléaire, vous avez dit? Oui. C'est le sous-marin qui a la bombe nucléaire? Voilà, c'est ça. Ah ouais. À propulsion nucléaire et qui se trimballe avec les pétards. Qui est toujours en mouvement, etc. Voilà. Cette fameuse. Ok, waouh. C'est impressionnant. On en entend parler malheureusement en ce moment pour tout un tas de raisons. Oui, voilà. Bon. Donc toute cette période-là, l'alcool était présent, mais quand on parle d'armée, tout de suite, on imagine des... faut pas exagérer, c'est comme une grosse entreprise finalement où l'alcool est assez répandu, même si maintenant il y a des restrictions. Donc je ne vais pas dire que je suis devenu alcoolique pendant la marine, mais disons que j'ai appris à boire. Appris avec plein de guillemets autour. Hein, voilà. Et puis, est arrivée la fin de la marine pour tout un tas de raisons, et j'ai été embauché chez un grand pétrolier du coin. Et puis, c'est là que c'est devenu délicat. Parce qu'en fait, le passage de la marine, enfin, en gros, du militaire au civil, de la Bretagne, parce que ça se passait à Brest, les sous-marins, de la Bretagne au Havre, changer d'amis, de boulot, enfin, ça a été un choc assez considérable. Pas pour moi, hein, toute la famille en a pris plein la figure. Mais il se trouvait que moi, je faisais une dépression à cette époque-là. Parce que j'avais la fin de la marine, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Un grand chamboulement, quoi. Mais voilà, et puis surtout, je n'avais pas encore de travail ici. Donc il y a une période où là-haut, ça et vous étiez conscient que vous étiez en dépression ou c'était un peu... Oui, parce que d'ailleurs, je me faisais soigner. D'accord. Et puis alors, là où j'ai commis la bêtise que plein d'autres dépressifs ont déjà dû commettre, c'est que comme tout allait bien en arrivant ici, j'avais retrouvé du travail, etc. Je me suis dit, la dépression... On enlève tous les antidépresseurs du jour au lendemain et catastrophe, voilà. Donc là, la dépression s'est accentuée. L'alcool qui était resté festif est devenu un peu moins festif et un peu plus un besoin, jusqu'au jour où c'est devenu complètement un besoin, quoi. Voilà. Donc cette période-là, on est arrivé en 98 ici, fin 98. Période de alcool vraiment méchant, ça a été 2004-2010. Et donc cette frontière entre le... Enfin, au moment où c'est devenu vraiment important, vous en rendiez compte sur le moment ou pas? Oui. On voit qu'on s'enfonce. Quand on commence à cacher les bouteilles de madame, on le fait pour pas être pris, mais tout en le faisant, on se dit, oh là, je suis en train de... Ça va trop loin. On s'en rend encore plus compte. C'est quand ça devient incontrôlable, et c'est même plus le goût de l'alcool qu'on cherche, mais l'effet. Physique. Voilà. Ouais. Et vous avez des enfants? Oui, qui ont subi ça aussi. C'est à l'époque, notre fille elle était ado, 12, 13, 14, par là.
Et puis notre fils, un peu moins, il y a une dizaine d'années. Ouais. À cet âge-là, on peut rien leur cacher. Et on est arrivé à un moment où on cachait rien du tout. Mais bon. Il y a eu un moment, notamment sur les dernières années, où il y a la famille, il y avait deux groupes. Il y avait moi, qui somnolais sur mon canapé, et puis les enfants et maman. Voilà, c'est comme ça se passait. Du dialogue, n'en parlons plus. Et c'est ça aussi, cette période, et à la fin de cette période-là, notamment, que le déclic, il a commencé à se mettre en place chez moi. Il y a eu ça, il y a eu d'autres événements, mais... Et du coup, vous direz pour quelqu'un d'alcoolique qui a une addiction générale, il y a forcément besoin d'avoir un déclic, enfin, une phase de... Il y a un moment... Oui, il y a un moment. Il y a une grande part un laps de temps de la maladie où on est dans le déni le plus complet. Tout en sachant quand même, on dit non, mais au fond de soi-même, on sait très bien qu'on est dedans. Et puis au bout du déni, le déclic, c'est un peu difficile à expliquer. Alors, vous, c'était pas un événement précis, j'ai pu comprendre. Non, là c'est plutôt parce que je me rendais compte par moments que tout allait partir en lambeaux. Et puis même professionnellement, les gens sont bien gentils au travail, même quand c'est une grosse boîte, il y a des limites, quoi. Et en plus, à cette époque-là, j'étais sur quart. Donc c'est une petite équipe, donc tout le monde savait bien, comme on mange ensemble, donc on boit ensemble. Je suis passé à la journée en 2010, à peu près au moment où j'ai arrêté. Et puis tout ça s'est enchaîné dans le bon sens. Du coup, il y a des moments où vous avez fait face à des envies pas de reboire. Des envies, il y en a tout. Des envies, il y en a tout le temps. Tout le temps. Mais comment on fait face à ça? Enfin, comment vous... Alors, moi, quand je dis qu'aujourd'hui, quand j'ai des envies, ce serait plutôt des envies de boire un bon verre de rouge avec du fromage. Ouais. Mais c'est pas l'effet. C'est pas une envie physique, c'est juste un petit plaisir. C'est le goût. Le goût. L'accord, si c'était de l'orangina avec le fromage, ce serait l'orangina. Ouais. Mais bon, mais c'est pas l'alcool qui est recherché. Donc c'est une envie qui est totalement différente de l'envie du malade alcoolique. Il faut absolument son verre d'alcool. Ok. Donc c'est facilement, vous pouvez facilement pallier avec autre chose. Oui, malheureusement, je parle du fromage, mais si c'est fruits de mer, ça sera pas du vin blanc, mais à San Pellegrino. Ou les repas de famille, genre de choses. Oui, non, mais ça c'est pas trop. Voir d'autres personnes boire quand c'est en petite quantité, ça me gêne pas. En revanche, si c'est un repas de baptême ou un truc comme ça, où au bout d'une heure, tout le monde est à moitié roulé sous la table, j'exagère, mais à peine. Alors ça, pour moi, ça c'est insupportable par contre. D'autant plus insupportable qu'on n'est pas du tout dans le truc. En fait, quand on boit, on est en dehors du groupe, mais quand on boit pas, c'est pareil. Donc on n'est pas dans le... Je veux pas dire par là qu'il faut absolument picoler pour faire la fête, mais quand tout le monde est un petit peu euphorique, c'est plus sympa que quand tout le monde se regarde en chien de faïence. Ce qui n'existe pas. Si on fait des repas complètement sans alcool, ce qu'on fait au sein de l'association, on rigole énormément. Mais pourquoi ? Parce que tout le monde est à zéro. Comment on pourrait briser la sorte de tabou qu'il y a sur l'addiction ? Enfin, souvent, on n'ose pas dire les choses. Surtout l'alcool. Les mentalités évoluent un peu. Vraiment un peu et lentement. Mais le tabou de l'alcool, il sera... Moi, je le verrai toujours. Je ne veux pas dire que je suis un vieillard, mais je suis à peu près persuadé que dans 50 ans, même si je ne suis plus là, on parlera encore de l'alcool avec un regard... oui, il ne s'en sort pas parce qu'il ne veut pas, il ne fait pas d'efforts, il se laisse aller. Le clodo qui n'a plus que son litre de rouge dans la rue, je suis désolé, quelque part, je me dis, il n'a plus que ça à se raccrocher. Quoi. Ouais. Alors, il y a le tabou proprement dit, et puis il y a tout un tas de choses qui sont faites aussi pour que les gens consomment. On a beau faire des affiches, de la publicité en marquant l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est le seul... C'est bien gentil, mais c'est pas ça la prévention. Ça va pas être comme le cannabis ou quoi, où même si c'est facilement accessible, c'est illégal, quoi. Alors que l'alcool, c'est une drogue qui est légale. C'est une drogue légale, absolument. Et en plus, financièrement, derrière, il y a un tel lobby là-dessus, que ce soit les vins ou les alcools, enfin tout ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'en fait, avec le cannabis, on peut rester, même si la personne est ailleurs, elle va être quand même un peu lucide, mais quand on est vraiment... Ah oui, par rapport aux effets... Ouais, c'est ça, il n'y a pas... J'ai l'impression qu'on peut plus facilement vivre à proprement parler dans la société en fumant du cannabis quotidiennement qu'en buvant quotidiennement. Enfin, de façon parce que c'est qu'une question de dosage, mais en revanche, si on compare ce qui se passe des accidents de l'automobile, enfin automobile ou pas automobile d'ailleurs, les accidents de la route en général, quand il y a un produit mis en cause, que ce soit cannabis ou alcool, je veux dire, d'abord c'est pas mesurable, pas dans l'immédiat tel que l'éthylotest. Toujours est-il que les résultats au niveau d'un accident de la route sont les mêmes.
même si on a l'impression, peut-être le fumeur ou le buveur, d'être encore bien, d'avoir tous ces réflexes, ils sont plus là. C'est une évidence. Et vous pensez que ça devrait être 0 verre pour conduire? Pour moi, oui, clairement, c'est 0 verre. Quel serait votre conseil du coup à quelqu'un d'alcoolique qui a la volonté de traiter son addiction, comme on l'a dit? Enfin, par où commencer du coup? Alors déjà, il ne faut pas parler de volonté, mais de motivation. C'est quoi la différence? Alors la motivation, ça peut être la carotte pour avancer, pour faire quelque chose. Être motivé, la volonté, c'est se forcer à faire quelque chose. Et ça a une connotation négative du coup pour vous? Non, mais pour en sortir, il faut un joyeux mélange des deux. Okay. Mais il faut être motivé, c'est-à-dire il faut se dire, est-ce que je veux vraiment m'en sortir? Oui, je veux vraiment m'en sortir. Ça, c'est de la motivation. Après, il faut avoir la volonté de ne pas prendre le verre qu'on va te proposer. Alors déjà, être sûr de se dire, oui, je suis alcoolique, ok, c'est bien. Ça, on s'en rend compte si on a un éclair de lucidité de temps en temps. Oui, je suis malade alcoolique, oui, je suis tombé trop bas, oui, il faudrait que j'arrête. Alors, est-ce que c'est il faudrait que je m'arrête ou je vais arrêter? Et voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. J'en reviens à ce qu'on disait vaguement au début, c'est qu'il faut que la personne qui dit je vais arrêter, faut soit réellement motivée, c'est le cas de le dire, avec un désir vraiment profond d'arrêter ça. Quoi. Tout en sachant que c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Du coup, par rapport aux aides extérieures, donc il y a des associations comme la vôtre ou des établissements. Alors, nous, on n'essaye pas de prendre la place de qui que ce soit dans le parcours de soins pour quelqu'un qui le fait sérieusement. Il y a le psy, il y a l'addictologue si on en connaît un alcoologue c'est encore mieux, mais enfin peut-être pas exagérer, ça dépend où on en est. Un médecin traitant, tout à fait, parce que le médecin traitant, a priori, il vous connaît, donc peut-être un peu plus facile d'aborder le sujet, d'autant que lui, il n'est pas fou, le médecin traitant, il s'en est bien rendu compte qu'il y a un souci. Il peut y avoir des établissements du style, moi je parlais des Essarts tout à l'heure, mais on a le Fébure au Havre, enfin voilà, des établissements comme ça, il y en a quand même pas mal. Les associations, telles que la mienne, voilà, c'est un ensemble d'outils finalement. Il y a l'Exapa aussi. Voilà, c'est en se rapprochant d'organismes comme ça. C'est ça, allier sa motivation et les aides proposées, quoi. Et puis l'association, savoir que, c'est ce que je disais aussi en début, c'est que on n'est pas là pour juger les gens. Je disais jauger tout à l'heure, mais on n'est pas là pour dire oh là là, enfin, voilà, c'est pas ça du tout le sujet. C'est de les accueillir, quelle que soit leur consommation, avec nos mots qui seront les mêmes que les leurs. Ils vont se reconnaître quelque part dans nos histoires, dans nos témoignages, si on leur en parle. Puis les mettre en confiance, parce que pousser la porte, très honnêtement, c'est pas ce qui se fait de plus facile, plus facile quand même. L'association là, va fêter ses 20 ans cette année, et que globalement le résultat est plutôt pas trop mal. Il y a eu des hauts et des bas, notamment pendant la période du Covid, parce que voilà, mais sinon ça. Mais elle est toujours là, elle est toujours active. Et ça fonctionne à peu près. Super. On vous souhaite le meilleur. Merci. Merci de tout cœur à Charles de nous avoir partagé son histoire et pour nous avoir parlé de son association Gérard Saunier Vivre Heureux sans alcool. Vous pouvez contacter l'association au numéro suivant 06 27 58 78 01 et consulter leur page Facebook ou vous rendre directement aux locaux 8 rue Maurice Thorez à Gonfreville-Lorcher. Et l'interview sera comme d'habitude disponible sur notre site Westrack Radio ainsi que toutes les coordonnées.